bienvenue à tous. Nous avons des intervenants qui sont là, qui vont se présenter bientôt, mais avant cela, je passe la parole à Marine pour ses allocutions d'ouverture. Marine, vous avez la parole. Great. Thank you so much, Bea, and Merci welcome beaucoup, to Béa, everyone. et bienvenue à We're tous starting webinar on à community-based notre deuxième financing scheme webinaire sur to notre finance programme de affordable financement housing. communautaire pour les logements We hosted the abordables. first one Nous avions organisé back in le March, premier webinaire en which mars was laying the foundation of et qui a posé les bases mechanism that we de will talk mécanismes about today, dont nous allons parler especially how aujourd'hui et the surtout projects comment to scale today. mettre à Have you l'échelle les heard about projets. CAF, so the Center for Affordable Housing Alors, juste Finance une information sur in CAF. Africa? Nous We travaillons sur are le currently financement des based logements en in Afrique. Johannesburg, Nous sommes un groupe de connected réflexion all the basé way à from Ghana. Johannesburg et nous travaillons depuis Our 8 ans mission is to maintenant. create Notre mission est de qualitative créer information on et affordable housing vous and donner des informations finance in sur les logements housing, abordables, and then to disseminate this information and to bring finance des stakeholders together logements abordables et to aussi de rassembler tous les discuss acteurs same pour que tout le monde soit à fundamental la même, information. au même degré So d'information. today is Et donc aujourd'hui, especially an embodiment of what we're doing, in the sense that we vis-à-vis de have ce que nous funded faisons, with nous avons Urbamonde, an investment cofinancé bank, avec Urbamonde une étude which was qui proposing a benchmark propose une community-based référence finance de scheme finances for housing communautaires, de across programme de Africa, finances and then communautaires pour focusing les especially logements abordables en on the case Afrique of et qui se Senegal. concentre surtout And sur le cas du today, Sénégal. the fact that we can Et host this webinar aujourd'hui, with you guys is le fait que really nous organisions ce just an webinaire, indicative of c'est how dans we bring l'objectif everyone together de CRAF de in rassembler tout le savings monde et de partager information that has been created. l'information qui a été générée. CAF really Une chose que is CAF focusing a on atteint, c'est qu'il se providing concentre quality housing sur la services, chaîne de really valeur du secteur showing de logement how et everyone cela can montre shape vraiment comment tout le monde dans la chaîne change and pourrait become faire part partie du of changement an et increase faire in affordable partie housing, and that de, is very de important. logements So abordables. we're C'est learning with important this pour tous. webinar how Et especially à travers ce webinaire, nous individual découvrons comment chaque part utilisateur pourrait of faire that chain partie can have de a cette chaîne de say. valeur. On pourrait avoir toute une So thank you agence very much, and de cela. Merci beaucoup happy webinar. et Thank you, Bea. bon webinaire à Thank you, tous. Marine. Merci Béa. Yeah, Merci we are Marine. Urbamont. We are a non-profit Nous, organization based in à France. Urbamont, nous sommes une We have organisation à but non a lucratif. Comme Marine l'a long dit, cooperation with nous Senegal avons and une très other longue developing coopération countries. avec le Sénégal We work on et aussi avec projects d'autres related to pays. Nous affordable travaillons housing avec les and working communautés in other areas sur les questions de logement et d'autres Europe and domaines. Latin America, Asia. What we're particularly interested in and we're interested Ce in qui is nous intéresse benchmarking. particulièrement, It's a short study that we published c'est together with les CAF, références des as études que Marine nous said, avons publiées, the links between the different les liens sectors that entre les différents offer secteurs qui œuvrent provide ensemble solutions et qui fournissent des solutions, des mécanismes housing adequacy and en affordability, matière and we do d'adéquation de see logement et des défis. communities moving Et nous voyons également les différentes communautés et les agences pour que nous puissions construire ensemble ces Today's mécanismes webinar et les really rendre will also be profitables à interested tous. in Le webinaire d'aujourd'hui va également, comme nous l'avions dit, s'adresser à la mise à l'échelle, c'est-à-dire comment nous pouvons voir we look at au-delà des projets pilotes solutions to scale. et voir mettre à l'échelle des We have solutions. amazing speakers and Et nous avons également aujourd'hui des experts et des intervenants in de a minute. pointe qui seront avec nous et Maybe qui for qui vont those prendre la who parole dans joined a quelques little bit minutes. late, just a very Peut-être short pour ceux qui nous introduction. ont rejoints un Today peu we plus will tard, have a c'est juste pour full rappeler que speaker l'interprétation est presentation disponible et donc available si in un intervenant bottom right. You can choose pour avoir language. l'interprétation en français, vous cliquez sur le globe en bas de votre And écran then et vous also, choisissez votre langue là-bas. please feel Et free to ask any questions s'il vous during plaît, the n'hésitez pas à session poser des questions in the chat. So we have ou écrivez dans plenty la of boîte de time dialogue ou en levant for votre main pour qu'on puisse and we avoir une will session take some interactive. time at the end of the presentation to come back to them. So please Et à la fin make de time la to ask présentation, questions, make comments euh, puis, s'il vous plaît, and assurez-vous de poser vos questions et aussi with the de audience. vous présenter avant de poser vos So now questions. I have the honor to present our speakers, the three Permettez-moi presenters. donc de vous présenter nos intervenants Welcome aujourd'hui. to Daniel, who Merci is et bienvenue à Daniel, Habitat for
qui est directeur associé à Habitat pour l'Humanité. Particulièrement, Daniel a une expérience avérée dans le financement de logements et a occupé d'autres positions. Il est basé en Tanzanie et travaille pour une organisation qui se concentre sur le secteur privé et aussi, il est aussi responsable d'éthique et aussi un manager au niveau de Africa Hub. Et très récemment, merci et bienvenue à ce webinaire. Il travaille avec le Micro Builds Funds maintenant, Daniel, et il pourra partager son expérience avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Notre deuxième intervenant, c'est Jacinta du Kenya. Merci beaucoup et bienvenue à Jacinta. Vous êtes spécialiste de développement communautaire basé au Kenya. Ouais, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, plusieurs zones du pays. Vous avez un diplôme en sociologie et en gestion. Et vous aidez la communauté à mettre en place leurs outils en matière de coopération vis-à-vis des financements de logements. Vous êtes aussi responsable de programme régional pour l'Akiba Mashimane Trust. Et nous espérons beaucoup apprendre de vous et merci d'être là. Notre troisième intervenant, c'est Zama. Bienvenue, Zama, qui nous rejoint de l'Afrique du Sud et qui est d'une organisation qu'on appelle Action Group, qui, selon mon entendement, en 2005 a démarré ses activités. Ça veut dire qu'ils ont une expérience avérée dans le domaine. Vous êtes responsable de programme et vous avez œuvré avec les développements au niveau micro pour aider à aller de l'avant. Vous avez également de l'expérience en matière de gestion urbaine des terres. Et aussi, vous apportez votre appui au processus communautaire dans ce secteur. En même temps, vous êtes un facilitateur pour le dialogue politique. Nous serons très heureux d'apprendre beaucoup de vous aujourd'hui. Bienvenue donc à tous nos intervenants, à nos panélistes. Je propose qu'on commence. Et l'idée, c'est qu'on fasse ces présentations et qu'on ait des questions pour les différents intervenants. Pour qu'on puisse démarrer la conversation et avoir un dialogue avec le public. S'il vous plaît, dans ce sens, mettez vos questions dans la boîte de dialogue. Donc, Jacinta, vous avez la parole. Pour votre première question, nous aimerons que vous nous dites c'est quoi le Akiba Mashimane Trust et comment cela soutient le développement communautaire en matière de logement. Merci beaucoup. Je m'appelle Jacinta, je suis kenyane et je travaille avec Akiba Mashimane Trust qui est un véhicule financier. Pour Mongano, une fédération autonome pour des épargnes, un groupe de personnes qui vivent au sein des villages. Au niveau de notre structure, nous avons pour objectif d'être le fil conducteur des personnes dans ces communautés, de cibler leurs standards de vie et de s'assurer que ces personnes ont une part égale comme ceux qui vivent dans les milieux urbains. Ce que nous faisons, ce que je vais faire, c'est je ne vais pas lire tout ce que j'ai écrit dans ma présentation, mais je vais plus élaborer pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que notre institution. Le trust est un véhicule financier des personnes qui vivent au sein de ces zones. Nous avons nos cibles qui sont des gens qui vivent dans des zones
rurales ou dans les zones urbaines pauvres du Kenya. Nous avons notre propre programme, nous avons notre Islam, nous avons Uruma, nous avons également des bidonvilles à Mombasa, à Fusulu et aussi d'autres dans d'autres grandes villes du Kenya. La raison pour laquelle Akiba Mashinani Trust est créé, a été créé, c'est que nous nous sommes rendus compte que les communautés ont des problèmes avec les logements et ne sont pas en mesure de résoudre ces problèmes en ce sens et que leur standard de vie n'était pas au beau fixe. Et donc, en tant qu'un véhicule financier de Mongano, nous pensons que c'était bien pour nous de nous pencher sur ce sujet, nous les formons dans divers domaines. Dans le domaine du logement, nous les avons catégorisés pour qu'on puisse opérer en groupe de 10 à 15 personnes parce que les bidonvilles sont grands et on ne peut pas toucher tout le monde à temps. Donc, nous avons des clusters et dans ces clusters, on fait une élection en matière de leadership au sein de ces bidonvilles et chaque cluster est composé de 3 membres. Le premier leader, c'est le président qui doit piloter tous les projets dans le bidonville et au sein de ce cluster. Et il est censé nous faire un feedback sur les problèmes auxquels ils sont confrontés au sein de ce cluster, ce que cela nécessite de notre part au niveau de l'Akiba Mashinani Trust et aussi de nous donner le nombre de personnes qui vivent dans cette zone. Alors, ils conduisent des enquêtes pour voir le nombre de personnes qui vivent dans ces personnes. Le deuxième leader, c'est le secrétaire qui est chargé de prendre des notes et savoir ce qui est discuté au cours des différentes rencontres. Et l'Akiba Mashinani Trust les soutient. La troisième personne, c'est le trésorier ou la trésorière, c'est la personne qui est chargée de collecter les fonds ou l'argent. En anglais, pièce par pièce, on dit. Et après le jour de marché, le trésorier va collecter $1 ou $2 ou combien la personne veut épargner pour son objectif de construction de logement abordable. Voilà donc gestion des personnes au niveau des bidonvilles au sein de l'AMT. Après la mise en place de ces clusters et après que nous sommes prêts, nous voyons comment les principes opérationnels sont mis en place. Dans ces activités sont en rapport coût-efficacité pour nos membres. Est-ce qu'on vérifie si ces activités sont inclusives pour que toute personne qui vit au sein de cet environnement puisse bénéficier? Est-ce qu'on peut promouvoir l'épargne locale et la mobilisation des ressources? Et dans ce sens, nous organisons des formations et nous fournissons aux communautés ces formations dans un langage qu'ils comprennent, de comment ils peuvent faire des épargnes, même si c'est $1, et comment cela pourrait les aider. Nous essayons aussi de mettre en place des systèmes qui fonctionnent pour eux, le système de comptabilité, euh, pour rendre ces systèmes assez smart que possible. Nous faisons également la promotion de la gestion participative. Nous organisons une formation des leaders en leur disant nos attentes, quelles sont, ce que nous voulons, et quels sont les rapports qu'ils doivent produire à la fin de la formation. Est-ce que vous pouvez dérouler la présentation? Non, un peu plus bas. J'avais pas fini. Merci beaucoup. Le prochain point, après, c'est s'assurer des ressources financières appropriées. Et au cours des réunions, nous nous sommes rendus compte que ces personnes ne peuvent pas fournir leur épargne. Et il y a des entreprises qui sont très petites et ces gens veulent faire croître leur
leurs entreprises. Et quel est le rôle de notre organisation? C'est d'aider ces personnes. Voilà où nous entrons en jeu. Nous prenons un capital et nous commençons par les aider, à les former. Le processus d'emprunt passe par combien ils épargnent, ce que la personne pourrait faire sur la base de petits montants qu'ils ont dans leur compte, quelles sont leurs cibles et quels sont leurs objectifs. Voilà comment nous finançons nos membres. Ils doivent appliquer, on doit vérifier et il faut qu'on prélève aussi un petit intérêt sur dans le processus. Dans le processus d'emprunt, nous avons ce que nous appelons la levée de fonds. Quand il y a un nouveau membre sur le marché, il faut qu'on les instruise sur quel type d'affaires on pourrait commencer, peut-être les $100 ou autre chose. Si c'est une entreprise qui existe, on discute avec les clients pour qu'ils nous donnent une idée de ce qu'ils veulent. Donc, voilà donc nos principes opérationnels qu'on partage avec nos membres pour chaque catégorie de personnes au niveau des bidonvilles. Prochaine diapo. Par rapport à la structure organisationnelle, nous avons l'Assemblée générale des membres et notre organigramme est vraiment unique. Cette Assemblée générale est composée de tous les membres, toutes les zones bidonvilles font partie de Akiba Mashima et Trust. Donc, nous avons le conseil d'administration et ce conseil, les membres du conseil proviennent de ces bidonvilles. Ce sont ces personnes qui dirigent toutes les opérations en Lungano. Ce sont eux qui sont des membres des différents clusters au sein des différents bidonvilles et ils partagent nos attentes au niveau de l'organisation. L'autre élément, c'est le directeur exécutif. Le directeur exécutif, c'est le chef de Akiba Mashimani Trust et c'est lui qui préside l'organisation. La MT est une ONG et en tant qu'ONG, nous opérons dans différentes régions. Donc, sous la direction exécutive, on a d'autres employés, on a les finances, nous avons l'éthique et nous avons tous les acteurs qui sont dans notre organisation pour diriger nos activités. Moi, je travaille dans une région du Kenya qu'on appelle la région du Valais du Rift. Là-bas, j'ai 8 comtés que je dirige, Nakuru à Kitale. Mais dans ma région, nous n'avons pas de bidonvilles, mais dans d'autres zones comme Nairobi, nous avons des bidonvilles qui sont gérés par le gouvernement, mais nos membres sont aussi dans ces zones, aussi bien légalement qu'illégalement. Je vais expliquer ce concept un peu plus tard. Donc, nos domaines, nous avons la région de Nairobi où nous avons des bidonvilles. C'est là où nous avons le Kulu. Nous avons ce qu'on appelle le SPA, c'est le programme de planification spéciale, en partenariat avec le gouvernement du Kenya. Et nous avons près de cette zone une zone planifiée spéciale. 3/4 des personnes qui vivent dans ces régions peut-être ont un peu de mal, ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire ou ont du mal avec l'assainissement dans ces zones. C'est une zone qui couvre 1000 hectares quand même. Et au niveau de la capitale kenyane à Nairobi, nous devons fournir un plan sur comment nous pouvons remplacer ces bidonvilles et apporter quelque chose de nouveau. L'autre région, c'est la région de la vallée du Rift.
Nous avons différents secteurs, différents logements, aussi le mode d'opération. Et la plupart de nos clients viennent de bidonvilles, à Nikuyu ou bien dans la région de la vallée du Rift, sont la propriété des individus. Et contrairement aux bidonvilles de Nairobi, qui sont la propriété du gouvernement. Donc, le modèle de logement que nous avons à Nyakuru pourrait être totalement différent de ce que nous avons à Nairobi. À Nyakuru, nous avons ce qu'on appelle le Greenfield. Et à Nairobi, nous avons des projets à jour. Nous avons aussi la région côtière au niveau de la ville de Mombasa, le comté de Mombasa, Kaoli, le comté de Kaoli et une autre région. C'est là où nous travaillons. Dans la région centrale, nous opérons également à Duka, à Luweru, à Mimu et aussi une partie de Nyambo. Dans la région de Nyanza, nous sommes à Kisumu, dans la partie ouest du Kenya, à Kakamega et au niveau de la frontière avec l'Ouganda. Au niveau de la région de l'Est, nous sommes à Mekakos, Free County. Nous sommes aussi dans le comté de Makueni et une partie du comté de Makueni qui est à la fin, qui est vers la fin de la région de l'Est. Voilà donc les régions où nous intervenons. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Au niveau de notre organisation, nous avons plusieurs services pour nos clients. Nous discutons avec nos clients sur la base de ce qu'ils veulent faire et comment leur organisation fonctionne. Nous nous asseyons avec le client et nous essayons de voir ensemble ce qu'il faut faire. Nous avons un compte société qui est géré par la communauté et audité par notre organisation. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, nos membres font des épargnes et pendant leurs épargnes, ils ne déposent pas de l'argent au niveau de Akeba Machimani Trust. On leur conseille d'avoir leur propre compte. C'est là où on voit leur leadership. Ils ont leur propre compte, on a leur numéro de compte et on fait l'audit sur la base de ce qu'ils font là-bas, dans la région. Nous avons également ce qu'on appelle les fonds administratifs qui constituent fondamentalement les fonds opérationnels généraux que nous avons de nos différents bailleurs. Notre bailleur, le plus grand bailleur, c'est SPI. L'autre service que nous avons, c'est le compte dépôt journalier des épargnes. Comme je l'ai expliqué plus tôt, dans nos clusters, nous avons les trésoriers qui collectent l'argent. Et cet argent, chaque membre a un document pour tenir les comptes. Quand quelqu'un cotise $1, par exemple, c'est enregistré par le trésorier dans le livre de compte. Et le trésorier doit le mettre dans le livre noir pour que quand nous faisons l'audit, nous puissions avoir le livre de membre, le livre noir, et aussi le numéro de compte de la banque. L'autre service que nous fournissons, c'est le MDF Capital. Le MDF veut dire développement financier de Mongano. Et comme vous le savez, les parts permettent aux membres d'avoir un prêt. Nous avons également le fonds pour le bien-être qui est fondamentalement piloté par la communauté sur la base des besoins qui surgissent. Si l'argent pourrait être utilisé pour soutenir les membres de la communauté en cas de décès ou quoi que ce soit lié au fonds de bien-être. Donc, nous avons ce compte pour eux. Nous avons également le corporate loan account. C'est le compte de crédit
And this is basically managed by Akiba Mashinani Trust. Et donc là, c'est géré par le Makinabi Trust. Mais nous rendons un rapport aux bailleurs de fonds sur comment nous avons utilisé l'argent et quel genre de projet on a utilisé les fonds. L'autre service que nous offrons, c'est nous avons quelque chose qu'on appelle un compte d'un investissement collectif. Par exemple, si nous avons de l'argent qui se trouve dans un compte, on ne le jette, on va pas le laisser dans ce compte seulement. On va l'amener dans un compte où on peut investir et on recevra un investissement, un retour sur l'argent à la fin du mois. Donc, on conseille à nos membres que s'ils ont de l'argent dans un compte, on leur demande de faire un prêt pour pouvoir l'investir et ensuite avoir un intérêt sur cet argent-là pour qu'à la fin de l'année, vous pouvez ensuite, ils peuvent donc rendre cet argent aux membres. L'autre service que nous avons, c'est la gestion de l'organisation des banques de village. Donc, dans les clusters, nous avons des personnes qui doivent en fait avoir leur propre compte qui seront gérés par les membres dans cette communauté. Et dans ce cas-là, la seule chose que nous faisons, c'est qu'on fait un audit et une réconciliation pour s'assurer que cet argent ne soit pas mal géré par ceux qui dirigent le groupe et pour s'assurer que cet argent soit distribué équitablement. L'autre service que nous offrons, c'est les services de développement d'entreprise. Nous avons une petite coupure ici. Et c'est ce que j'ai expliqué. Donc, nous avons beaucoup de membres qui sont nouveaux dans les affaires. Ils n'ont pas de fonds pour commencer. C'est des personnes qui commencent dans le domaine de l'agriculture. Donc, en tant qu'organisation, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire pour les assister dans la procédure sur le marché? Que pouvons-nous faire dans les différentes étapes du marché? Nous avons des personnes au Nairobi qui travaillent dans l'agriculture. Donc maintenant, comment est-ce que nous pouvons avoir plus de résultats dans le marché? Ensuite, nous avons les services de développement du logement. Donc, c'est une activité au cœur de ces bidonvilles. Tous ces projets sont réalisables s'il y a un capital pour commencer. Nous avons besoin de ce capital pour pouvoir replanifier les terrains où habitent ces personnes. Donc, les services de logement sont faits donc, par la fiducie de Akiba Management. Et nous avons aussi l'aide du gouvernement parce qu'il y a une procédure pour le logement. Donc, nous échangeons avec nos membres. Nous devons développer les plans de logement. Et ensuite, le gouvernement, il doit approuver ces plans-là pour que nous puissions commencer les constructions. Donc, voilà les services que l'organisation Akiba Management offre à ses membres. Merci, Jacinta. Alors, je vais vous demander maintenant de faire votre conclusion en 1 minute parce que nous avons dépassé le temps. Oui, je m'excuse. Alors, on a les informations qui sont ici dans cette diapo, qui sont claires, qui peuvent être comprises sans commentaire. Mais on va vous dire qu'actuellement, nous avons des retards dans le financement à cause du COVID. Donc, on essaye quand même de pouvoir voir comment on peut continuer à fournir nos services aux personnes tout en travaillant avec le financement que nous avons. Donc, on vous remercie. Merci, Jacinta. Et dans quelques instants, on va pouvoir regarder une étude de cas pour voir exactement comment se traduit cette information-là. Donc, vous avez vraiment des outils qui sont vraiment intéressants dans le Makiba Trust. Et on vous félicite du travail long terme que vous avez fait. Alors maintenant, on va demander à Daniel de prendre la parole. Donc, Daniel va nous parler du fonds Microbuild et comment vous avez pu soutenir le logement abordable à travers ce fiducide.
Alors, merci. Vous avez déjà donné quelques paroles d'introduction sur moi-même et l'organisation. Donc, je suis le directeur de Habitat for Humanity Africa. Et on va commencer le sujet dès le départ. Je vais vous commencer en parler du début de comment Microbuild a commencé. Alors, ça a commencé quand on s'est rendu compte, et par rapport au marché, qu'il y avait un besoin sur le marché par rapport au microfinancement, au micro-prêt. Et nous avions vu que quand on voit des prêts de la banque, nous avons vu qu'il y a des qui sont filtrés et nous avons vu qu'il y avait un besoin d'avoir des microfinancements, des micro-prêts pour pouvoir soutenir la population. Et quand on parle de financement, des prêts, nous voyons il faut que ça soit accepté. On parle d'acheter les terrains, on parle de petites constructions, peut-être de construire une chambre supplémentaire sur une maison ou bien carrément construire une maison. Et donc, une micro-construction, nous avons donc la micro-construction qui a commencé, donc Microbuild, et c'était donc le premier investissement que nous avions eu, et c'était dédié à la microfinance pour le logement et pour pouvoir donner des prêts à des MFI et des systèmes techniques, donc et offrir une expertise technique pour aider les MFI, pour aider pas ceux qui construisent, mais plutôt qui doivent raffiner le produit pour s'assurer à ce que le produit soit approprié et pour s'assurer à ce que ces IFM soient bien achevés. Donc, nous avions donc 100 millions de dollars américains. Nous avions 10 millions en équité et donc le reste, nous avions donc les dettes, 90 millions en dettes. Donc, nous offrions l'assistance technique, mais nous avons aussi donc pu financer avec des millions en équité et donc 10 millions aussi en termes de crédit. Mais l'effort était tourné vers la construction, vers le renforcement de capacité dans la construction pour la majorité des IFM. Et nous voyons ici sur cette nouvelle diapo, vous voyez ici la structure simplifiée. Donc, on va regarder un petit peu cette structure ici. Alors, si vous regardez, vous voyez, les fonds micro-construction, Habitat offrait la construction, le soutien technique. Donc, c'était l'assistance technique. Nous avions donc un gérant des fonds qui gérait les fonds. Et nous avions commencé avec 100 millions en bleu clair ici, Microbuild Fund, pour soutenir les IFM dans l'objectif de les aider à croître pour pouvoir atteindre les 200 millions une fois qu'ils aient démontré les capacités. Donc ensuite, ce capital, à travers le IFM, peut ensuite donc offrir des prêts à la majorité des foyers à revenus bas. Et nous allons voir par la suite quelques résultats sur les diapos suivantes. Alors, l'assistance technique, il s'agissait de soutenir la croissance du portfolio de construction des IFM. Et ça a commencé par, tout d'abord, à la base, il fallait bien comprendre le bon financement, le bon investissement, quels produits étaient disponibles, comment était le marché et comment nous allions maintenant les aider à bien définir le produit avant même de commencer le financement. Et nous avions vu des choses comme, par exemple, la recherche du marché. Il fallait donc développer des nouveaux ou revoir le développement de produits. Il fallait aussi donc vérifier les nouveaux produits
faire un suivi des nouveaux produits et services. Mais il fallait aussi donc aussi voir les autres services de logement, voir comment ceci pouvait être intégré. Par exemple, la maçonnerie, les systèmes d'eau. Donc, en gros, voilà comment MacroBuild a été conçu. On a vu qu'il y avait un certain profit dans la microfinance, mais aussi donc l'importance de catalyser le marché pour que les investisseurs puissent venir et investir dans un tel modèle pour pouvoir développer des prêts de microfinance pour ces foyers à revenus bas, à travers aussi donc les IFM. Alors, j'ai peur de dépasser. Peut-être que je vais m'arrêter là et à la fin, peut-être que vous allez vous poser des questions pour voir vraiment quels ont été les résultats de ce fonds. Merci, Daniel. Nous allons pouvoir vous écouter un peu plus dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va donner la parole à Zama de l'Afrique du Sud qui va nous parler un petit peu des expériences que vous avez eues par rapport au logement abordable, mais aussi les acteurs qui ont pu développer ces financements de logements abordables. Donc, à vous, Zama. Merci. Bonsoir, chers collègues. Mon nom, c'est Zama. Je viens donc de DAG. Alors, c'est une ONG qui est basée à Cape Town, qui a été fondée en 86, où nous travaillons avec des communautés sur l'accès au logement abordable. Et notre programme sont influencés par les réalités du terrain. Nos programmes sont basés sur la demande. Ce sont des programmes basés sur les besoins de la communauté aujourd'hui. Par exemple, dans le passé, nous avons fait des projets PHP, mais ça, c'était pendant les 20 dernières 20 années, mais maintenant, on a changé. Ils sont basés sur les réalités d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre propre expérience pour ce qui est du travail dans l'espace PHP. Donc, dans cet espace-là, donc en Afrique du Sud, nous avons un programme de PHP qui est dirigé vers les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un logement. Et donc, ce programme, c'est un financement qui vient du gouvernement avec des fonds donc, du gouvernement. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on a vu qu'en 2008, le gouvernement nous a dit, DAG, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à développer donc, des projets PHP, donc les processus de logement de personnes? Et donc, nous avons répondu en disant, mais comment nous pouvons donc aider les communautés pour que ce soit eux-mêmes qui dirigent ces projets-là? On ne peut pas aller à des communautés et nous-mêmes diriger les choses-là. Si nous allons voir les communautés, nous leur donnons les capacités pour que ces communautés même peuvent renforcer cette communauté en question. Et donc, dans ce cas-là, nous avons vu que le gouvernement a pu financer ce projet donc par des dons et par des subventions. Et nous avons encouragé les communautés donc de garder l'argent pour pouvoir maintenant construire des logements plus grands. Donc, de ne pas tout penser d'un coup. Mais donc, en travaillant avec les communautés sur le terrain, en les aidant à garder l'argent, ils ont réussi. Ensuite, on a vu des communautés qui ont réussi à construire des maisons plus grandes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu bien gérer leur argent. Et donc, ils ont reçu les subventions et ils ont pu bien gérer ces financements-là. Donc, nous avions l'objectif de construire 2000 maisons. Alors, ce sont des communautés. Donc, ils devaient recevoir ces maisons dans les années 90. Mais on a vu qu'à cause de la corruption, quelques maisons n'ont jamais été construites. Et nous, on avait donc le mandat d'aller et de faire construire ces maisons-là. Donc, pour nous, c'était clair, on doit finir ces maisons. Mais comme nous, on était la seule organisation qui travaillait sur le terrain avec les communautés, nous avons pris le chemin difficile de dire que si on débloque ces PHP, comment on peut s'assurer à ce que l'argent qui vient du gouvernement, les subventions qui viennent des individus,
circulent dans la communauté. C'est-à-dire qu'il y a aussi la construction de petites de marchés, de petites de business et aussi de maisons. Donc, au lieu de prendre la grande route, on a pris la route serrée qui est plus difficile, où nous avons désigné certaines personnes dans la communauté. Nous avons travaillé avec des organisations de construction qui étaient en train de se développer eux-mêmes. Avant ça, même, on a identifié donc les communautés. On a essayé d'identifier les personnes qui étaient engagées dans la communauté. Pour nous, DAG, c'est important donc que tout le monde soit, que tout le monde ait la même vision du projet. Donc, nous avions 217 maisons. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai dit 2000, j'ai dit c'est 217 foyers qui devaient être construits. Et nous avons donc engagé ces personnes, nous avons essayé de les responsabiliser. Nous avons engagé donc la communauté aussi, les bénéficiaires directs. Nous avons aussi eu un rapport avec les bénéficiaires indirects, par exemple les organisations de construction, les travailleurs qui vont construire, les maçons, mais aussi les politiciens locaux. Par exemple, en Afrique du Sud, on a un système particulier où nous allons voir chaque et une personne. Nous avons expliqué à tous les participants qu'est-ce que nous faisons, qui fait le projet, comment le projet est financé et comment nous planifions de faire réussir ce projet pour que ce soit bénéfique, pas seulement aux bénéficiaires directs, mais aussi aux bénéficiaires indirects, c'est-à-dire toutes les personnes qui participent indirectement. Et donc, c'est un élément clé parce que dans ce projet, ce qui était donc en 2011 et que nous avons fini en 2015, eh bien, entre 2015 et 2014, il y a eu une grande grève nationale où tous les sites de construction étaient en pause. Mais à cause de ce projet, eh bien, on savait tout de suite à Kailesha ce que nous étions en faire. Nous, notre site n'a jamais été fermé. Nos bureaux de DAG étaient plus près du bureau, mais nous avions décidé donc de se déplacer beaucoup plus près de la construction. Nous avions un bureau avec des employés locaux et ainsi, ce site de construction, sur ce site de construction, nous avons pu avoir ce bureau qui était comme un bureau conseil. Et ce centre, donc, ici à Kailinga, n'a pas seulement bénéficié les personnes qui allaient recevoir le logement, mais ça a aussi bénéficié certains qui avaient aussi déjà des logements par rapport à le conseil donc, qui était donné. Donc, j'ai parlé des bénéficiaires indirects. Par exemple, les sociétés de construction émergentes. Voilà, nous avons une compagnie de construction, Cooley, qui a bénéficié du projet de construction. Nous avions identifié 14 contractants locaux. Nous les avions formés. Moi, je te dis toujours, moi, je ne suis pas formé comme ingénieur, je ne suis pas un planificateur. Moi, j'ai fait de la politique. Mais même ces gens-là qui géraient ces sociétés de construction, ce ne sont pas des gérants de sociétés, mais ils ont été formés. Donc, nous les avions formés pour qu'ils puissent mieux comprendre. Par exemple, moi, je dis tout le temps, si vous allez dans les bidonvilles, ce sont des personnes c'est des maçons, mais ils ne savent pas lire des plans. Ils ne peuvent pas mettre la facture, ils ne peuvent pas écrire une facture. Donc, pour nous, on les a aidés on s'est assuré à ce que ces sociétés puissent aussi donc bénéficier et contribuer à la construction. Nous avions 2 partenariats dans le secteur privé. Nous avions un fournisseur à Bucco. Nous étions allés voir Bucco. Nous avons dit, nous avons besoin de cela. Est-ce que vous pouvez travailler dans un partenariat avec nous en formant les partenaires locaux? Par exemple, ceux qui travaillent pour Cooley Quality Projects, je l'ai rencontré en 2011. Il n'avait pas de permis de conduire, mais aujourd'hui, il a une société avec plus de 10 employés et il travaille à plein temps. Et il est capable de faire des offres pour des projets de construction. Je parlais de 14 sociétés qui étaient déjà présentes et nous avons travaillé avec 9 d'entre elles. Et ces sociétés-là, maintenant, travaillent en dehors de la zone.
ils travaillent dans l'est du pays et ils travaillent sur un projet très important en Afrique du Sud maintenant grâce à cette formation. Donc, c'est vrai que le gouvernement donne les subventions, c'est bien, mais aider les communautés donc, sur le terrain. Si les communautés sur le terrain, ils peuvent apprendre à gérer leur argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est très bénéfique pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on les encourage maintenant aussi à maintenir leur maison, à les rendre plus belles. Là, on a vu aussi donc d'autres sociétés, de ce fait, ont pu bénéficier de cela. Donc, en 2011, de 2015, il y avait toujours des personnes en dehors de notre projet qui étaient intéressées. Ils voulaient voir, ils voulaient dire, mais comment vous faites tout ça? Voilà, et donc, maintenant, on expliquait, oui, les gens, ils font ils gardent de l'argent, ils mettent de l'argent de côté pour des plus grandes constructions. Alors, on voit, je parlais au départ qu'il faut prendre en compte les réalités du terrain. Donc, nous avons fait le projet PHP en 2017, mais pendant ce processus, nous aidions donc ces compagnies émergentes. Nous assistions aussi, donc nous étudions aussi ce qui se passait sur le terrain et nous avions vu que sur le terrain, les personnes maintenant, ils veulent densifier. Et en fait, on voit qu'il y a cette densification que nous voyons se développer. Ça ne venait pas donc de la subvention du gouvernement, mais en fait, c'était dirigé donc par les individus du secteur privé. Donc, on avait vu l'émergence de ce qu'on appelle maintenant le micro-développement, c'est-à-dire des personnes qui construisent des maisons à étages dans le terrain derrière de leur maison. Donc, nous avions vu que les personnes, en 2017, nous avons vu que maintenant, ce n'est pas des cabanes qu'on construit maintenant. Maintenant, on voit que les personnes, c'est des individus qui travaillent sur le terrain et qui commencent à construire donc, ces immeubles sur leur terrain derrière. Et maintenant, pour pouvoir répondre à ce phénomène, nous avions commencé une académie de développement des contracteurs. C'est-à-dire qu'on voulait maintenant aider ces sociétés de construction ou ces compagnies de construction à devenir plus aptes. Et nous avons donc interagi avec les développeurs, avec les compagnies de construction, avec le secteur privé, les institutions de financement, parce que nous voyons que ce programme-là n'est pas financé par le gouvernement, mais par le secteur privé. Nous avons contacté les autorités locales parce que sans l'implication des autorités locales, les personnes vont commencer à construire des immeubles qui ne sont pas sous les règles. Et donc, la ville disait que maintenant, notre rôle, c'est maintenant, comme on voit que maintenant, il y a des maisons, au départ, on avait des maisons de subvention, mais maintenant, on a des maisons financées par le privé secteur. Mais donc, pendant que ces maisons sont financées par le privé secteur, il y a maintenant le rôle du gouvernement pour régulariser ces choses-là. Les institutions comme NHRP, il y a le rôle de professionnels aussi qui doivent être impliqués. Par exemple, si vous opérez dans une zone de bidonville, eh bien, vous avez besoin d'un planificateur. Il faut un architecte pour s'assurer que le plan soit approuvé par le gouvernement local. Donc, nous avons été engagés dans ce secteur et la ville de Cape Town a reconnu notre travail parce qu'ils ont vu que nous sommes capables de fournir ce que le gouvernement n'a pas pu fournir. On a vu qu'il y a un accroissement de la construction de maisons en Afrique du Sud, justement, mais dans ce cas précis, c'est nous, on doit voir comment s'assurer à ce que nous soutenons cette mise à l'échelle du secteur. Et donc, grâce à DAG, avec cette académie de développement, donc de formation des sociétés de construction, nous avons fait donc de la recherche. Et cette recherche-là, nous allons en parler demain et on parlera. Et c'est demain, donc, on aura les résultats. On parlera qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour pouvoir mettre à l'échelle
donc, on vous invite de vous joindre parce que demain à 9h30, on va commencer à en parler. On parlera à l'industrie. Plusieurs branches seront impliquées parce qu'on voit donc, on a compris que pour la mise à l'échelle, on n'a pas seulement besoin de financement, mais on a besoin de capacité. Les sociétés de construction, on a besoin de l'autorité locale aussi pour le développement. On a aussi besoin du gouvernement national qui va pouvoir donner l'instructure. On a aussi besoin des services tels que d'un tribunal aussi. Maintenant, comment on s'assure à ce que les propriétaires soient capables, mais aussi que les locataires soient habilités. Les maisons ont été construites au départ avec des propriétaires, mais maintenant, on voit des maisons qui sont maintenant louées. Par exemple, ici, ces constructions qui se font dans le jardin d'une maison, ça, c'est pour la location. Donc, maintenant, on a besoin d'une autre forme de soutien pour cela. Donc, nous allons à la dernière diapo pour conclure. Alors, voilà la dernière. Alors, voilà juste une image de l'État Park. On a fait beaucoup de recherches pour comprendre ce qui doit être mis en place. Donc, juste pour conclure, je dirais que par rapport au soutien, par rapport au micro-développement, nous avons commencé en 2019 une page Facebook et on parle de logements abordables pour la location dans la zone de Cape Town. Et nous avons donc vu, nous avons pu maintenant, par exemple, si quelqu'un veut louer, nous allons maintenant l'aider, le diriger pour que ce locataire soit beaucoup plus conscient. Par exemple, qu'il y a un contrat de location, qu'il y ait de différentes documentations, que le propriétaire aussi puisse avoir un testament, que le propriétaire ait toute la documentation disponible. Donc, c'est pour souligner, quand on parle de mise à l'échelle, on a besoin de différents acteurs pour que chaque acteur comprenne bien son rôle et ses responsabilités. Le propriétaire doit connaître sa responsabilité. Il doit reconnaître l'autorité locale. Il doit reconnaître les institutions financières aussi pour pouvoir identifier les services qui peuvent l'aider. Merci. Alors, je suis sûre qu'on aura des questions dans un petit moment et on pourra regarder d'autres aspects de ce que vous avez dit. Et je vais donner la parole à Jacinta, qui donc a quelques questions aussi. Alors, la question, c'est comment le Trust Akiba Machina, la fiducie d'Akiba Machina, aider donc les personnes sur le terrain. Merci. Alors, comme j'ai dit avant, donc je suis le shingly, qui veut dire donc pièce par pièce. Et donc, c'est une expression pour dire que c'est une façon de mettre de côté de l'argent dans le domaine de la construction de logements. Nous avons vu que certains reçoivent un terrain, mais maintenant, ils ne cherchent pas à s'installer sur ce terrain. Donc, maintenant, on essaie de voir comment on va aider ces familles-là à se déplacer de leur logement à ce terrain qu'on leur a offert. Donc, maintenant, on a ce qu'on appelle in situ. C'est là, on a un terrain, on doit faire des améliorations et on doit mettre peut-être une infrastructure, des rues dans ces espaces de bidonville. Et on a aussi la structure où nous allons acheter du terrain, le diviser en petites portions, donner aux membres et ensuite les aider dans la construction. Et ici, on voit une réunion de groupe où on regarde nos économies, où nous avons chacun notre livre de compte. Les personnes qui sont dans cette photo sont les dirigeants de groupe des différents clusters. Donc, on a donc l'argent qui est mis de côté, qui est économisé pour pouvoir acheter le terrain. Donc, Akiba Machine Trust ont donné de l'argent pour acheter des terrains. Mais là, on voit que maintenant, les membres gardent leurs propres économies pour pouvoir acheter leur propre terrain et ensuite investir donc dans la construction du logement. Alors, dans nos réunions de groupe,
Nos projets sont aussi déterminés par nos membres. C'est eux qui conçoivent le modèle de logement. Ici, on voit un projet à Nkuru où nous sommes dans un terrain et nous voyons que les membres ont déjà acheté 2 hectares de terrain. Nous le divisons, qui va pouvoir maintenant accommoder 50 membres. Pour pouvoir être propriétaire, on leur donne un certificat et c'est nous aussi qui on fait la construction selon leur plan. Nous allons une réunion avec nos membres et nous voyons quel est le plan de construction qui leur plaît. Pendant la réunion de projet, c'est là où on a des questions. Par exemple, combien de chambres vous voulez? Quel est le modèle, le plan? Quel genre de maison vous voulez? Où est-ce qu'elle sera localisée? Donc, durant cette réunion de groupe, nous parlons de ces sujets-là. Nous leur permettons de discuter et d'avoir un plan clair de comment ils veulent leur maison. Ensuite, après cette réunion, nous allons aussi voir ce que le gouvernement demande. Au Kenya, on ne peut pas construire sans l'approbation sans un plan approuvé par le gouvernement. Donc aussi, les membres doivent comprendre pourquoi on doit avoir un plan qui soit donc approuvé par le gouvernement. Il y a des gens qui sont pauvres. Ils n'ont pas de maison. Et ils peuvent avoir comme revenu entre 3 et 4 dollars par jour. Donc, ces personnes décident d'épargner 2 à 3 dollars par jour. Et dans ces épargnes, il y a 2 cibles. La première, c'est pour avoir un prêt pour ses affaires. Si celui qui fournit le poisson apporte 10 poissons dans la journée, il peut avoir un prêt, par exemple. Et sur la base de ce que la personne reçoit, elle utilise son profit comme épargne qui lui permettra de réaliser son rêve en devenant propriétaire d'une maison et aussi propriétaire d'un terrain. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner des titres de propriété des terres ou les titres fonciers à nos membres. Mais nos membres ont seulement des terrains de taille de 20 mètres sur 40 sur la base de l'argent qu'ils ont et aussi en tant qu'organisation, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour leur acheter un terrain plus grand. Et on peut les aider à avoir plus de prêts pour construire. Ce qu'on fait, notre organisation, c'est d'aider nos membres à avoir ces prêts. Nous fournissons un appui technique à travers le personnel sur le terrain, le renforcement des capacités. Nous fournissons également les architectes qui viennent avec les plans, ainsi avec nos membres, sur la base des maisons qu'ils veulent avoir. Ce que fait notre organisation, c'est le financement, mais on ne finance pas à 100% dans la construction de la maison. Comment nous procédons? Nous demandons aux membres, sur la base de leur épargne, de donner des frais d'engagement qui représentent 20%. Voilà comment nous sélectionnons nos membres qui sont prêts à quitter les bidonvilles et aller construire leur maison. Akiba Mashinani Trust apporte 80% qui est payable en 96 mois avec un taux d'intérêt de 10% de forfaitaire. Voilà comment nous soutenons nos membres pour la construction des maisons. Quand on parle des sites, disons qu'à Nairobi et d'autres bidonvilles, on ne peut pas enlever les gens de ces bidonvilles. Ce que nous faisons, c'est d'améliorer ces bidonvilles. On crée un espace pour eux, pour que cela soit amélioré. Nous essayons également de voir le ministère de l'aménagement territorial et le ministère de l'Habitat pour qu'ils puissent nous conseiller afin qu'on puisse avoir plus d'appui. Comment pouvons-nous élargir et qu'est-ce que nous pouvons fournir à ces personnes sans les enlever de leurs points?
pour que ces personnes ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir l'appui du gouvernement, car le gouvernement peut fournir l'électricité sans que ces personnes ne se les payent. Sur la base de cette illustration, la première photo montre comment nous aménageons les maisons dans les bidonvilles. Vous voyez qu'il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'endroits aménagés et autres. Deuxième point, les gens se sont formés en clusters, ils ont commencé les écoles, ils ont rempli toutes les exigences, ils ont fait toutes les formations et ils ont déjà acheté un lopin de terre. Alors, la troisième partie de l'illustration, après l'achat de la terre, maintenant, ils appliquent pour avoir un prêt de Akiba Mashimani Trust. Donc, nous les formons, renforçons les capacités afin qu'ils puissent répondre aux exigences pour avoir le prêt. Parce que nous avons le revolving fund. Notre capital n'est pas assez pour soutenir nos membres. Actuellement, nous avons près de 3 000 membres. La plupart de nos membres n'ont pas travaillé pendant la COVID, mais nous avons déjà construit plus de 300 maisons. Mais tous nos membres, les 3 000, ont presque une maison maintenant. Donc, voilà ce que nous utilisons pour faciliter et permettre aux prochains clients sur la liste de bénéficier également de cette initiative. We do another application from either our donors who are relevant in our project, who are doing land and housing, or our well-wishers who are willing to support our project. Donc, nous faisons ce qu'il faut pour soutenir le projet. Dans la troisième illustration, c'est une image qui nous montre quand nous nous asseyons avec les membres pour leur montrer comment procéder. On va sur le terrain, on fait une illustration pour leur montrer à quoi ressemblerait leur maison. Et en fin de compte, ils ont besoin d'un petit espace pour le linge ou un petit jardin ou pour la cuisine et aussi un endroit pour que les enfants puissent jouer. Donc, la cinquième photo nous montre la maison qui est déjà en construction mais qui n'est pas encore finie. La première chose que les gens doivent comprendre, c'est que ces gens ne commencent pas par payer leur prêt immédiatement. On leur donne une période de grâce de 3 mois et au cours de ces 3 mois, on fait tout pour que la maison soit construite. On leur donne au moins 1 mois pour qu'ils puissent rejoindre leur maison et s'installer. Et le 4e mois, c'est là où ils commencent le paiement. Le paiement est assez long. Et la majorité a 2 ou 3 chambres sur la base des moyens dont ils disposent et aussi leur niveau de revenu. Dans d'autres images qu'on ne montre pas, on a des gens qui sont très pauvres, mais ils ne peuvent que payer pour une seule maison, une seule chambre, pardon. Et on leur permet également d'avoir une maison et aussi une terre, et la maison est permanente. Sur la dernière illustration, photo illustrative, on voit que ces clients sont contents et les gens dépassent près de 6 ans pour avoir au moins $200 pour avoir un lopin de terre. C'est un long voyage et ça demande beaucoup de patience. La prochaine diapo, c'est ce que nous appelons le in situ. Et ça a été construit à Nairobi, dans cette bidonville. Et ce que nous faisons, c'est que ces bidonvilles sont la propriété des gouvernements. Nous allons discuter avec les gouvernements. Alors, comment le gouvernement nous aide? Il nous donne la terre, il nous donne des titres pour que nous puissions construire sans interruption. Nous discutons également avec nos membres, l'organisation et le gouvernement. Voilà comment nous arrivons à améliorer le bidonville avec ce que nous avons. Fondamentalement, dans la plupart de ces maisons, de ces bidonvilles, on ne peut pas construire ce genre de maison ou construire une maison à étage. Donc,
On peut construire qu'une petite maison de 1 à 2 chambres et c'est tout. Mais en fin de compte, ce que nous voulons, c'est une maison, une terre, une maison bien construite pour que nos membres puissent s'y installer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je pense que c'est la dernière diapo. Le son, on n'entend pas. Cela a été très utile pour le Kenya. Nous sommes également en Tanzanie, en Ouganda et en Afrique du Sud. Et nous faisons également quelque chose, c'est que les membres des autres pays viennent au Kenya pour apprendre les modèles de maison que nous avons là-bas, comment vous arrivez à suivre le processus, à faire vos épargnes, et avec vos petites épargnes, comment vous arrivez à avoir une terre et à construire une maison. Voilà donc les différentes choses que nous faisons et qu'on partage des expériences d'un pays à un autre. Et ça permet à ce que nous ayons du succès dans nos projets. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre attention. Merci, Jacinta, d'avoir partagé ces informations avec nous et avec vos membres au niveau de AMT. S'il y a des questions, elles seront les bienvenues dans la boîte de dialogue. Nous aurons une dernière question. Daniel. Alors, comment le fonds de microconstruction aborde des questions de finances pour le logement? Nous savons que dans le secteur, le secteur est assez complexe et on aimerait bien écouter votre point de vue sur l'avenir des microconstructions et ce qu'on pourrait apprendre du fonds de microconstruction. Et quelle est votre vision? Quelles sont vos perspectives pour l'avenir à travers ce fonds? En fait, il y a le fond dans le projet. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons montré comment nous pouvons mobiliser les financements et développer des mécanismes qui pourraient permettre aux ménages à faible revenu d'avoir accès à ces ménages, à ces maisons. Et on voit qu'il y a de l'impact, mais aussi des effets. Les réalisations, je vais en parler sur les 2 angles. Quand vous voyez l'impact, le côté impact, c'est particulièrement ce qu'on a fait peut-être en février cette année. Nous avions été en mesure de débourser 153 millions de dollars. Vous pouvez voir la répartition géographique sur le côté droit de votre écran. Dans le monde, mais aussi nous avions pu atteindre plus de 200 000 ménages qui représentent plus d'1 million de personnes à travers ce fonds, ces financements. Et quand vous voyez la composition géographique, fondamentalement, 60 à 70% de ces personnes sont des femmes. Et sur la base des impacts, nous avions directement atteint le marché ciblé, bien que le mécanisme est un processus pour l'investisseur afin qu'on puisse avoir une maison. Sur le volet catalytique, on a près de 615 millions de dollars qu'on a levé chez les institutions d'investissement. On a aussi un autre fonds de 100 millions de dollars. Et notre objectif, c'est d'avoir 10 fois plus que l'original. Nous pouvons dire que, en général, ça permet d'aider pour le financement catalytique, la croissance catalytique du financement.
Mais ce qui est sûr, nous avons un outil qui est fiable. Est-ce qu'on peut passer à la dernière diapo, s'il vous plaît? Et comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes en train de planifier d'arriver à la fin de notre phase en juin 2025. Et fondamentalement, nous avions déjà commencé à penser à la deuxième phase où on fera des consultances de gravité, où on fera une étude de faisabilité pour voir ce qu'il faut faire. Si on veut mettre en œuvre une approche similaire ou un modèle similaire, que pensez-vous qu'on pourrait améliorer? Et là, il est clair qu'on ne se concentrerait pas seulement sur la microfinance, mais ce sera aussi en termes des acteurs de la chaîne de valeur du logement, c'est-à-dire les développeurs de logements et les petites et moyennes entreprises, les aider avec un appui de 500 millions de dollars comme prochaine phase pour soutenir les trois domaines qui sont les PME, les développeurs et aussi les MFI. Et plus probablement, nous allons voir les marchés qui sont les moins touchés, surtout en Afrique subsaharienne cette fois-ci. Nous espérons être vraiment présents pour soutenir. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empreinte en Afrique subsaharienne. Je peux partager des expériences avec vous. Ce que nous avons fait au Kenya, par exemple, nous les aidons à construire des produits, à développer des produits à tel point que de 2014 à 2022, à travers ces prêts, ils ont pu obtenir plus d'1 millier de prêts et en termes de valeur, ça équivaut à environ 58 millions de dollars. Donc, fondamentalement, ça nous montre que la microfinance pourrait fonctionner et ça a fonctionné. Et ça nous montre le mécanisme pour pouvoir, donc, le mécanisme pour pouvoir répondre au marché africain. Et donc, nous voulons continuer à montrer l'impact de microfinancement sur le marché africain. Nous voulons aussi mobiliser plus d'investissements publics et privés dans le financement dans l'avenir. Donc, en gros, nous pourrons dire que voilà notre vision. Merci, Daniel. Alors maintenant, je vous remercie tous les présentateurs qui ont parlé aujourd'hui et je vous donne la parole. Et vous pouvez donc poser vos questions à travers le chat si vous aviez quelques questions. En attendant, je vais juste peut-être poser une autre question à Zema, si vous me le permettez. J'ai écouté votre présentation et je me suis posé la question, comment vous vous assurez que ces micro-développeurs et entrepreneurs répondent aux besoins de la communauté? Donc, comment vous intégrez cet aspect-là dans votre travail? Voilà. Et peut-être ça va pour tous les participants. Donc, comment vous assurer à ce que les standards de l'environnement, les normes environnementales soient prises en considération? Oui, je pense que j'ai parlé dans ma présentation que nous avons commencé à cette page Facebook en 2019. C'est donc la page les loyers abordables dans Cape Town et on a plus de 20 000 membres. Donc, ce qui est bien avec cette page Facebook, c'est que nous utilisons des données pour pouvoir influencer, analyser et conseiller les micro-développeurs. Si vous allez sur cette page, en tant que propriétaire, vous allez mettre une publicité sur ce que vous avez, ce que vous offrez, mais aussi les locataires vont pouvoir dire, écoutez, moi, je cherche ce genre de logement, je cherche un appartement qui soit près des magasins, qui soit tel loyer, je cherche un endroit qui soit... je veux pas que ça soit une cabane, mais un appartement. Donc, quand on a toutes ces données-là, qui viennent donc des locataires,
Nous pouvons ensuite donner des conseils par cette page Facebook et nous pouvons donc donner cette information aux propriétaires. Regardez la demande du marché. Si vous investissez sur ce genre de communauté, voilà, c'est le genre de location que vous pouvez offrir. Pardon, vous prenez une communauté comme Ita Park où les maisons sont financées, l'accommodation, le logement est donc plus cher que d'autres endroits où on voit que ça a été, à d'autres endroits où les logements ont été subventionnés. Donc, les données qui viennent de cette page Facebook, nous utilisons ces données-là pour pouvoir influencer et engager les développeurs, pour pouvoir leur dire, voilà la demande des locataires. Maintenant, par rapport à l'engagement avec le gouvernement, nous parlons donc de développement du voisinage. Nous voyons que, donc, par exemple, il y a beaucoup d'immeubles à étages qui sont construits dans cette zone-là. Comment nous pouvons maintenant faire un suivi pour ce qui est de la construction d'écoles, la construction d'autres magasins? Donc, en fait, nous utilisons l'information qui vient de la page Facebook pour pouvoir influencer les développeurs dans la construction d'unités. Merci, Zama. Et j'ai aussi une question pour Daniel et Jacinda. Nous avons Daniel qui a présenté les produits financiers au Kenya. Et d'un autre côté, on a ces autres organisations qui travaillent sur le terrain. Donc maintenant, pour vous, donc, du point de vue financier, donc, de la part de Daniel, mais aussi de vous, les praticiens sur le terrain, comment est-ce que vous voyez, donc, en fait, comment est-ce que l'investissement qui vient d'un source de microfinancement et comment maintenant aussi, voilà, comment on peut rapprocher plutôt le financement du côté financier, mais aussi le côté donc pratique sur le terrain, comment les rapprocher? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le mécanisme est le suivant. Nous avons donc un investisseur, nous avons un intermédiaire, et ensuite nous avons les foyers à revenus bas. Et nous allons voir chaque foyer, chaque ménage. Nous allons voir maintenant comment intégrer donc les développeurs. Maintenant, les intermédiaires. Nous avons les IFM, nous avons les banques commerciales, nous avons la communauté, les fiducides. Nous avons mon collègue, par exemple, qui fait partie du panel, qui est présent aujourd'hui, SACOS et d'autres. Donc, le problème, en fait, c'est que, en fait, ce sont des intermédiaires financiers, oui, qui bénéficient d'un investissement direct des investisseurs. Mais comme caveat, nous devons pouvoir montrer, nous devons pouvoir montrer déjà comment ça marche. Parce que les IFM fonctionnent différemment de, par exemple, la façon de fonctionner de SACO. Donc, pour que ça soit durable, pour leur montrer l'investissement dans le temps, du point de vue de SACO, eh ben, on a déjà fait une démonstration à travers l'IFM. Donc, on doit leur montrer comment c'est faisable, comment c'est possible. On doit tester le modèle, on doit tester l'approche pour pouvoir dire maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ce modèle de micro-construction et faire un partenariat avec les SACOS, les fiduciaires locaux, pour pouvoir développer le même mécanisme pour pouvoir cibler ces ménages à revenus bas. Donc, on pense que le modèle est faisable, mais à chaque fois, on doit pouvoir démontrer la durabilité, démontrer comment ça va fonctionner dans le temps. Donc, on a parlé de le renforcement de capacité des IFM, ça a pris du temps et ça nous a pris du temps d'avoir un certain niveau pour que les IFM aient un produit, les capacités pour pouvoir faire le travail. Ensuite, nous, on doit pouvoir voir aussi quel est le niveau des fiduciaires qui sont là, des SACOS. Voilà, parce que c'est l'argent des investisseurs. Donc, il faut vraiment qu'on soit strict par rapport au processus. Il faut que les retours soient garantis. Donc, moi, je vois que, en fait, ils sont un intermédiaire financier, mais après, ça ne sera peut-être pas la même approche, mais ça sera le même modèle. J'espère que ça a pu répondre à votre question. Peut-être pour ajouter à ce qu'a dit Daniel, les projets sont en place, mais on essaie aussi donc de les rendre abordables à nos clients.
Nous essayons de voir ce que le gouvernement a produit au Kenya. Nous avons 4 grands plats et aucun de ces plats a commencé. Donc, pour nous, les EFM, nous essayons en tant que possible d'avoir des financements de l'extérieur pour pouvoir aider nos bénéficiaires à réaliser leurs rêves. Donc, nous, ce qui nous manque, c'est les capacités, le capital pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et aussi avec d'autres organisations de votre côté et aussi du côté de Kenya, de Daniel, aussi de Sud-Afrique, nous pouvons nous réunir et développer un système qui marche pour notre peuple. En vous écoutant, je vois une catégorie de clients qui est en fait la catégorie de clients que nous avons, ce sont les pauvres. Donc, nous, en tant que praticiens sur le terrain, comment nous pouvons nous assurer que nos personnes aient ce qu'ils cherchent? Comment nous pouvons nous organiser? Comment on peut pouvoir nous organiser? Il faut qu'on ait une proposition qu'on peut donner à des donneurs pour pouvoir montrer comment nous pouvons avoir un système de logement pour toutes ces personnes pauvres qui vivent dans ces communautés ou bien qui vivent dans les zones urbaines. Si vous me permettez, donc le logement abordable, c'est une priorité, c'est une de nos priorités, oui. Donc pour nous, voilà, nous on dit, ça nous gêne de dire, par exemple, oui, on amène de l'argent parce que du coup, tout à fait raisonné, oui, ça sera quelque chose de cher. Donc pour nous, il faut déjà que la procédure en fait, nous, on essaie de voir comment même la distribution des financements ne soit pas chère. Donc, j'aime bien ce que vous avez dit, c'est un appel à l'action que a dit ma collègue Jacinda. On demande à des investisseurs, à des donneurs qui veulent participer, qui veulent tester ce modèle, tester cette approche pour pouvoir aider donc, les communautés locales à s'intégrer dans ce mécanisme. Nous avons déjà pu démontrer que c'est profitable et durable. Merci à vous deux. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de voir que, en fait, vous cherchez des solutions, vous êtes créatifs, vous cherchez des solutions pratiques. Et on vous félicite. Alors, on va quand même prendre encore quelques 5 minutes pour continuer la discussion, même si on s'approche à la fin. Donc, on a un commentaire de Henny. Donc, je pense que vous touchez à cela dans votre oreille et c'est l'importance de le processus de construction, que ce soit donc pour que ce soit abordable. Donc, on a une question, donc cet aspect de la technologie, mais Jacinda aussi parlait aussi de la procédure de la construction à travers la communauté, que ce soit soutenu par la communauté. On a eu Zama aussi qui nous a parlé de micro-développement qui donc peut-être maintenant ce micro-développement peuvent être soutenus actuellement. Zama, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à partager, mais demain, vous avez fait cette vidéoconférence, donc peut-être c'est l'occasion pour nous tous d'écouter cette vidéoconférence de demain. Alors, on a une question du Kenya. Alors, par rapport à Nakuru, il y a des risques d'inondation. Alors, Jacinda, comment est-ce que vous assurez que ces dangers-là soient pris en considération dans la planification? Voilà une première question. Si brièvement, vous pouvez répondre à cette question. Nous avons aussi une autre question qui parle par rapport à l'infrastructure. Vous en avez déjà un petit peu parlé en parlant du travail que vous faites avec le gouvernement. Mais si vous pouvez faire un commentaire, s'il vous plaît, sur le sujet des inondations, des dangers. Donc oui, alors à Nakuru, nous sommes l'un des groupes qui a été affecté par les inondations. Mais quand nous avons acheté le terrain au début, c'était 5 km de chez nous, cette inondation. Donc, avec le changement climatique, nous devons considérer aussi donc, les inondations voilà, il faut qu'on développe, donc qu'on voit quel est le plan d'action que nous avons. Donc, nous essayons de voir aussi où nous allons pouvoir construire qui ne soit donc pas touché par les inondations. Nous avons aussi notre danger de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que nous parlons avec le gouvernement
Donc, si on achète un terrain, on a besoin d'un conseil des géologues pour s'assurer de voir si le terrain peut être utilisé pour la construction. Alors, c'est quelque chose qui change avec le temps, c'est-à-dire le changement climatique. Donc, c'est pour ça on est en liaison avec les officiers pour pouvoir avoir l'information nécessaire pour pouvoir construire. Alors, on a encore une question. Alors, on a une question de Verbinski. Alors, Daniel, comment est-ce que vous assurez d'avoir des coûts bas? C'est bien sûr un grand défi quand on essaie de cibler la population pauvre. Peut-être vous pouvez nous donner un exemple de cela. Oui, alors j'aimerais répondre à la question de Henning par rapport à l'économie dans la construction. Donc, nous avons fondé iBuild. Donc, iBuild, pourquoi nous avons fondé iBuild? C'est pour pouvoir donner donc, un soutien technique. Donc, comment est-ce qu'on peut aider dans la construction? Alors, comment on peut réunir les fournisseurs qui sont abordables, qui peuvent construire à un coût plus bas et on les regroupe sur une plateforme. Et oui, en effet, la technologie est très, très importante, mais l'innovation aussi. Donc, aujourd'hui, la construction à travers la technologie, on parle par exemple beaucoup de plastique. On réutilise le plastique dans la construction. Donc, oui, en effet, la technologie, pardon, est très, très importante. Alors, comment est-ce qu'on aide par rapport aux dépenses dans les IFM? Alors, certains IFM, on voit que les coûts de distribution est très élevé. Nous recommandons aussi d'utiliser des canaux digitaux informatiques parce qu'on voit que les canaux informatiques se sont améliorés aussi et aident aussi par rapport aux coûts. Alors, comment on intègre les canaux digitaux par rapport justement au processus de prêt et ça aide à diminuer les dépenses. Alors, on a un petit problème de connexion. Nous voyons aussi qu'il y a les scores de crédit aussi. On a un score crédit aussi qui est cet élément-là qui est important. Donc, maintenant, comment on l'intègre dans le microfinancement pour s'assurer à ce qu'on réduise les coûts de la procédure de l'emprunt. Là aussi, on peut réduire les coûts. Donc, par rapport maintenant au segment du marché et à la cible aussi de l'IFM, c'est dur de dire peut-être quel est le segment, le niveau où on cible, mais cela se fait à travers d'une analyse de recherche. Et si on le fait, on peut identifier une bande qui soit adéquate. Et cela dépend donc du revenu des différentes personnes dans cette zone-là. Nous avons une question par rapport à la densité. On a vu des photos ici, donc on a vu des maisons sur un terrain, mais donc pour les zones plus denses. Alors là, je peux m'exprimer. Oui, à DAG, nous disons que nous voyons qu'il y a différentes sortes de logements dans le marché sud-africain. Certains sont dirigés par le gouvernement, certains sont dirigés par le secteur privé. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons ce qu'on a donc le logement social. Ça sera plus pour des familles ou des familles donc revenus moyens. Donc le micro-développeur, eux, ils ciblent plutôt des jeunes diplômés qui sortent de l'université. Donc, ce ne sont pas encore des familles, ce ne sont pas des grandes familles encore. Peut-être que ce sont des petites unités de 15 mètres carrés. Et le plus grand, ça sera peut-être une maison ou un appartement de 2 chambres. Donc, de 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, pardon. Donc, notre cible, ce n'est pas les familles.
Donc, c'est un produit qui assiste le gouvernement de l'Afrique du Sud par rapport à cette demande en densité. Nous, on ne dit pas au gouvernement de laisser le logement social ou bien laisser les subventions. Non, nous leur disons que maintenant, ce secteur est en train de croître en chiffres. Et comment est-ce qu'on met à l'échelle le travail qui est fait dans le secteur? Et aussi, j'en ai parlé, mais donc le logement en Afrique du Sud, donc on voit que, voilà, pardon, donc dans la construction, c'est-à-dire dans les terrains, donc à l'arrière d'une maison dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, maintenant, il s'agit maintenant d'engager les décideurs politiques maintenant pour pouvoir soutenir cette mise à l'échelle. Quel est le rôle du gouvernement pour ce qui est du progrès dans l'infrastructure? Donc, les micro-développeurs disent, par exemple, nous sommes prêts à payer pour l'infrastructure. Et notre rôle en tant que DAG, nous allons aider le gouvernement à simplifier les procédures. Nous allons aussi capaciter les micro-développeurs pour qu'ils se mettent à jour et pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. Nous ne voulons pas qu'ils construisent des appartements qui vont être détruits dans quelques années, qui vont tomber. Nous voulons les aider à comprendre qu'ils ont des prêts. Et donc, c'est pour ça c'est important de le faire bien. Et voilà l'importance aussi d'écrire un testament, voilà. Parce que sinon, par exemple, on a une construction, mais il faut qu'il y ait un testament aussi. Par exemple, si demain, j'ai le COVID maintenant, quelqu'un d'autre va venir maintenant et dire « Ah, Wozama est vraiment quelqu'un de bien, il n'a pas de dette. » Mais s'il y a un testament qui est mis en place, maintenant, ma famille qui va hériter, donc maintenant, va mieux comprendre ce qu'il y a dans mon testament et ce qui est là pour moi. Et maintenant, ça sera... Voilà, il y aura aussi donc une assurance par la suite aux institutions financières aussi. C'est pour ça qu'on a fait cette recherche. On a vu qu'il y a des choses importantes qui doivent être mises en place. On a pu identifier le rôle qui doit être joué par les autorités locales. En dehors de la planification donc, des maisons qui doivent être approuvées par le gouvernement, on a vu aussi que les autorités locales ont un rôle dans le développement et doivent conseiller aussi. Comme ça, les développeurs peuvent approcher ces autorités locales pour avoir le conseil. Mais ces agents conseillers doivent être en partenariat avec d'autres secteurs. Parce qu'on n'essaie pas de rendre la culpabilité à telle ou telle personne. Mais non, chacun agent a un rôle et ils doivent assumer leurs responsabilités dans ce processus de mise à l'échelle. Si vous voyez le lien que j'ai mis là dans le chat, voilà un article. Dans cet article-là, vous avez un lien par rapport à la recherche qui va être lancée demain. Et nous avons donc, en Afrique du Sud, on a le soutien du maire qui, donc, demain, va pouvoir donner les paroles d'introduction. Donc, on a le soutien des autorités locales, mais aussi de champions dans la zone qui sont prêts à s'engager avec les acteurs dans ce processus de mise à l'échelle. Merci. Merci, Zema, aussi de ce rappel de l'importance des différents agents. Donc, on va fermer la session de questions-réponses parce qu'on a déjà développé un petit peu le temps. Donc, on va donner la parole à Marine pour les paroles de conclusion. Merci, Béa. Et merci à tous les auditeurs aujourd'hui. Et merci à nos spécialistes qui ont présenté aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir que vous tous, vous considérez le défi par différents points de vue. Vous regardez différents aspects, différentes parties de la chaîne de valeur. Avec Ashba, nous avons le mécanisme de fiducide. Nous avons aussi donc l'importance donc des petites sociétés locales. Nous avons vu que vous avez beaucoup de membres aussi. Nous avons vu aussi ce microfinancement avec les investisseurs. Donc, par cela, vous pouvez donc toucher plus de 200 000 foyers. Ensuite, le groupe de DAG, on voit l'importance du focus sur les contractants qui donc dans la construction
Et on voit que la chaîne de valeur dans la construction, dans le logement est très importante. Et j'ai bien aimé comment vous avez montré que chaque agent est donc engagé pour pouvoir donner plus d'aide aux personnes qui en ont besoin. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est que dans toutes les interventions, j'ai vu que vous avez vraiment une approche holistique avec donc l'assistance technique, le renforcement de capacité. Nous avons vu avec Akiba Machine Trust que vous donnez beaucoup de services à vos bénéficiaires. J'ai noté par exemple l'entreprise, les services de développement de l'entreprise, les services de financement bancaire. Et donc, c'est vraiment une responsabilité de vous responsabiliser, donc ces utilisateurs et les IFM aussi pour la planification, la conception des produits de financement. Mais en plus donc de seulement donner le financement, vous aidez aussi dans la capacité, le renforcement de capacité. Et ça m'a touché aussi DAG, l'académie que vous avez mis en place pour pouvoir aider les développeurs et donner une structure au marché. Et à travers ces 3 exemples, je trouve que c'est très important de voir, plus vous avancez, enfin vous allez encore plus loin justement grâce à cette approche holistique. J'aimerais vous remercier, vous 3. Merci Béa pour tout le travail que vous avez fait pour pouvoir créer cette vidéoconférence. Merci aux interprètes, Kwame et Georgina, pour le travail de traduction. Et aussi, merci à vous tous les spectateurs. Et aussi, j'aimerais remercier aussi l'Union africaine pour le financement dans le logement, qui est vraiment le corps au centre donc du secteur de financement dans le logement. Et donc, maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette organisation-là, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci à vous tous. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous tous. Au revoir.